Christophe Jacubizine entame aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, une série d'interviews. Il reçoit tous les candidats aux européennes. Christophe. Oui, Pascal, et on va commencer par Benoît Hamon. Effectivement, dans les 15 prochains jours, on recevra les principales têtes de liste pour ces élections européennes. On commence évidemment, comme d'habitude, par notre débat. Il y a une offre d'emploi sur deux non pourvue. Benoît Hamon, comment vous l'expliquez, vous ? Il y a à la fois un problème d'adéquation entre la formation et les emplois, c'est indiscutable. Il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels il n'y a peut-être pas assez de compétences qui existent parce qu'il n'y a pas assez de gens formés. Puis il y a aussi des métiers qui ne sont pas du tout attractifs. Il y a des métiers où vous avez la certitude d'être mal payé, à temps partiel. On évoquait le métier d'aide à domicile. C'est des métiers dans lesquels les gens s'engagent, beaucoup de femmes, avec beaucoup de passion. Mais alors, objectivement, le salaire à la clé est très faible. Les conditions de travail sont souvent mauvaises. Et en plus, vous êtes à temps partiel. Donc la raison, c'est que les salaires ne sont pas assez élevés. Je pense que dans France, c'est devenu un tabou. Ça fait 20 ans qu'on explique que autant les salaires des patrons sont intouchables, autant les salaires des autres sont intouchables, mais au sens il ne faut pas les augmenter. Donc les uns ont le droit d'augmenter, les autres pas. Et la question sociale, la question salariale, on parle du grand débat, on y reviendra peut-être, mais on évoque la répartition des richesses. Où se répartit-elle la richesse ? Dans l'entreprise. Dans la part qui revient à ceux qui produisent, qui travaillent, et celle qui va aux investissements et parfois au capital sous la forme de dividendes. Aujourd'hui, cette part qui va aux salariés ne cesse de décroître. Donc oui, la question salariale est une question centrale. Et ce devrait être une conclusion du grand débat. Moi, j'espère en fait, j'y crois pas beaucoup, que le président de la République s'attaquera à cela et qu'il dira les salaires, c'en est terminé de ce tabou. C'est un tabou qui a été posé par le MEDEF. On ne peut plus parler de salaire. Oui, aujourd'hui, les Français ne sont pas assez payés pour la contribution qui est la leur à la création de la richesse. Quand ils travaillent, ils produisent. Et la part qui leur revient est de plus en plus petite. De surcroît, on le voit, même pour leur retraite, elle est désormais menacée. Et donc vous augmenteriez, par exemple, le salaire minimum ? Ça serait quoi la mesure ? Oui, alors je vais prendre un exemple très en lien avec le débat européen. Très frappant de voir la tête de liste de La République En Marche, Madame Loiseau, proposer un SMIC européen. Qu'est-ce qu'elle propose comme SMIC européen ? 50% du salaire médian. Bon, on fait vite. Pour la France, ce sera à peu près 880 €. Ça devient donc une cible en Europe, 50% du salaire médian. Quelle est la conséquence de ça ? C'est que tout simplement, si c'est une cible, 880 €, en disant aux autres pays, tendez vers 50% du salaire médian, ça le sera aussi en France. Et moi, j'accuse le gouvernement de se servir de cela pour favoriser demain ce qui pourrait être une remise en cause du SMIC en France. Mais en même temps, c'est un premier pas pour des pays où ils sont très en dessous de ça et ils nous envoient par exemple leurs travailleurs détachés. Regardez ce qu'a fait le Parlement européen. Mais moi, j'observe que cette élection européenne n'est pas prise au sérieux. Le Parlement européen a voté une résolution. Le Parlement européen, il a les mêmes pouvoirs sur la plupart des compétences de l'Union européenne que les chefs de gouvernement. Qu'est-ce qu'il a voté comme résolution ? 60% du salaire moyen. Pour la France, ça ferait 1 350 €. Donc une cible qui nous amène tous à viser un objectif plus haut, pas un objectif plus bas. C'est là la grande différence entre Madame Loiseau, qui continue à défendre une vision de l'Europe, qui est une vision de l'Europe qui repose sur des bas salaires, un coût du travail faible et en clair la précarisation des travailleurs, et ceux qui pensent que le projet européen doit tendre vers du meilleur. Le Parlement européen a déjà voté. Qui avait proposé cela ? Guillaume Balas, qui est d'ailleurs candidat sur ma liste, ça avait été voté par tout le Parlement, en tout cas une majorité du Parlement européen. Moi, je préfère ça. 60% du salaire moyen, 1 350 € pour la France. Alors, vous êtes candidat aux européennes. Est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Parce que j'ai vu que vous aviez d'abord des difficultés à boucler le budget. Vous lancez d'ailleurs une souscription auprès des Français qui vous soutiennent. Alors, j'ai pas très bien compris. On vous prête de l'argent ou on doit vous donner de l'argent ? Nous, on a un appel aux dons aujourd'hui pour pouvoir... Donc vous ne rembourserez pas si on vous donne 50 €? Non, c'est un appel aux dons, ce qui se fait... Parce qu'il y a des partis qui remboursent, le Rassemblement National... Oui, c'est très bien, mais ils ont de l'argent public. Pour les nouveaux partis, nous n'avons pas d'argent public, 0 € d'argent public, donc ça c'est la réalité. Eux en ont, nous n'en avons pas. Donc nous faisons un appel aux dons, mais ça ne change rien, c'est pas... la politique, un engagement politique, il ne dépend pas que des sous. Il y a quand même un problème démocratique dans ce pays, sur le financement politique, on est d'accord. Qu'il n'y ait qu'un seul parti qui soit financé par des banques, ce soit La République En Marche, c'est quand même un gros sujet. C'est ce que nous disent tous les partis. Tous les partis nous disent on n'arrive pas à trouver des banques qui nous prêtent de l'argent. Même les gros partis. Oui, ceux qui sont au pouvoir sont financés par les banques, en l'occurrence un parti, tous les autres ne le sont pas. Et si on ne voit pas qu'il y a là un déséquilibre évident, qui est mauvais pour notre démocratie, moi je les remercie d'ailleurs tous les citoyens qui ne sont pas de ma famille politique, des hommes et des femmes de droite parfois, qui ont trouvé ça scandaleux qu'on se retrouve dans cette situation. Je les remercie en tout cas de cet engagement à ce que la démocratie fonctionne. Est-ce que vous irez
jusqu'au bout? Parce que si vous ne bouclez pas votre budget, comment vous ferez? Si vous n'avez pas 3%, mais c'est pas grave, on a de quoi. Vous serez ruiné, Benoît Hamon. Mais vous inquiétez pas, on a de quoi financer cette campagne jusqu'au bout. On aura de quoi la financer jusqu'au bout. Et puis en plus, c'est pas une campagne très très chère. En tout cas, ce sera pas une campagne dispendieuse. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Quand vous voyez c'est pas l'argent qui nous empêchera de faire de la politique. Quand vous voyez un article comme celui du Journal du Dimanche, chronique d'un crash annoncé, ça vous agace? Non, mais j'y vois la traduction d'un journalisme complaisant depuis longtemps, en l'occurrence, et d'une rédaction qui sans doute veut écrire l'histoire à la place des citoyens. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, la petite chronique des journalistes qui mangent entre eux et qui écrivent les élections avant qu'elles aient lieu, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, je vais vous dire, je me déplace beaucoup. J'étais il y a quelques jours dans la Creuse, un journal où peut-être le JDD devrait aller plus souvent. J'y voyais quoi? J'y voyais dans une gare, très concrètement, la gare de la Souterraine, qui pourrait fermer parce qu'on y supprime les agents de circulation, c'est-à-dire les chefs de gare qu'il y avait auparavant. Qu'on apprend que dans cette gare, il y a des trains qui sont au départ de cette gare, dans lesquels on ne peut pas acheter de billets dans la gare, parce qu'on ne peut acheter que les billets sur Internet. Donc en clair, on prépare la gare sans cheminot. J'y voyais GMS, qui est l'entreprise, vous vous en souvenez, on avait beaucoup parlé pendant l'élection présidentielle. Bien sûr. 157 licenciés, des engagements pour que le plan de charge soit maintenu. Je dis un mot d'eux. Où Bruno Le Maire prend un engagement, il demande à Renault, où on a du capital public, d'honorer le carnet de commandes, tout le monde signe, et à la fin, aucun engagement tenu. Je vous dis, moi, dans ces territoires, on désespère des politiques, des engagements pris par les politiques, assez simplement. On leur dit, ils disent, vous nous abandonnez, en l'occurrence Emmanuel Macron. C'est ça qui m'intéresse au moment des élections européennes. Comment est-ce qu'on inverse cette logique de l'abandon qui est celle d'Emmanuel Macron à l'égard des territoires les plus en difficulté? C'est valable pour la banlieue, c'est valable pour le milieu rural. Mettez-vous à la place des électeurs de gauche. Regardez l'offre politique qu'ils s'offrent à eux. Ils ont par exemple Glucksmann, Hamon, Jadot, qui sont en fait, vous êtes trois amis, vous êtes connus, certains ont été colocataires, certains ont lutté ensemble, mais pourquoi ne vous alliez-vous pas avec les deux autres? Parce que là, vous auriez une offre politique cohérente et capable de peser. Là, vous risquez de faire peut-être 3%, 4%, 5%. Moi, je suis libre. Oui, d'accord, vous êtes libre. Non, mais moi, vous êtes tous libres. Mais l'électeur de gauche qui vous regarde. Attendez, il est libre de faire le choix qui le respecte le plus. Quel est aujourd'hui, quand vous regardez, prenez une boussole, vous attendez que l'aiguille vous montre le nord. Eh bien, quelle est aujourd'hui la liste qui, sur la question écologique, qui, comme la question sociale, vous montre le nord? En clair, quelle est celle qui vous respecte? Moi, je ferai de cette élection européenne une élection dans laquelle la question sociale sera centrale. Et je le dis simplement, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un programme. Prendre les électeurs au sérieux, c'est dire ce qu'on fera au Parlement européen. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi croyez-vous que les lobbies mettent autant d'argent pour convaincre les parlementaires européens? Sinon parce qu'il y a beaucoup de pouvoir. Eh bien, j'insiste sur ce point. Il y a du pouvoir au Parlement européen et j'entends bien, moi, être au cœur de nouveaux groupes parlementaires européens qui ne s'alliera pas avec la droite. Par qui est géré le Parlement européen? Vous croyez que Yannick Jadot va s'allier avec la droite? Non, mais moi j'observe que Yannick, ce qui a changé, c'est qu'il maintenant son écologie n'est ni de gauche ni de droite, qu'il prétend, comme les Verts allemands, pouvoir être le groupe charnière entre la gauche et la droite. C'est ce qu'il dit. Ce que j'observe, que le candidat des socialistes à la présidence de la Commission européenne appelle à une alliance avec M. Macron. Mais je dis, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un gros programme à gauche quand on est en France, et après, au moment où on bascule tout ça dans le Parlement européen, c'en est fini, on revient au tambouille d'avant. Non, pardon, moi, c'est pas. En tout cas, je ferai pas ça. Et pour en finir, parce qu'on beaucoup d'électeurs de gauche sortent certainement, j'espère pour vous regardent. Est-ce que, avec Mélenchon, qu'est-ce qui vous sépare de lui? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas fait une liste d'alliances? Mais en fait, on a un désaccord avec Jean-Luc qui est un désaccord plus stratégique. Sur les objectifs, on veut tous plus de justice sociale et la transition écologique. Moi, je considère aujourd'hui que je veux réviser les traités, mais je ne dis pas qu'il faut sortir des traités, parce que je pense que ça fait courir le risque d'une sortie de l'Union européenne. Alors, on aura les débats, mais même avec le reste de la gauche, soyons raisonnables, on n'a pas des débats non plus qui nous amènera à nous déchirer pour des années. Mais je pense que dans ce moment politique que nous vivons, les électeurs de gauche, ils devront dire un petit peu le chemin qui leur paraît le plus fidèle à ce qu'ils croient profondément, et peut-être la liste qui prend l'Europe le plus au sérieux et les respecte, eux, le plus. Donc retrouver la fierté d'être de gauche. On n'en est pas encore à l'union de la gauche de Mitterrand ou à la gauche plurielle de Lionel Jospin. Ça sera pour plus tard, ça. Mais ça prend toujours un peu de temps, mais il faut accepter que ce temps soit pris. Après tout, les traumatismes ont été importants et les électeurs nous le rappellent aussi souvent. Vous vous rendez compte, Benoît Hamon, que vous prenez quand même un risque politique et personnel avec ces élections européennes? Il faut faire 3% pour Mais moi, je préfère les responsables politiques qui prennent des risques que ceux qui vont au show gagner de l'argent dans le privé et font la leçon à tout le monde après.
Moi, je considère aujourd'hui, oui, que dans la période, il faut prendre des risques. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. La liste que nous avons constituée, qui est constituée de femmes et d'hommes libres, elle est nouvelle à gauche. On a fait, est-ce que je peux le dire qu'on est la première liste qui est membre d'un parti pan-européen? Moi, j'aurais pas besoin d'européaniser mon programme. Il est le même défendu par Razem, notre mouvement jumeau en Pologne, le même défendu par Libre, notre mouvement jumeau au Portugal. En clair, on n'a pas un programme pour les élections et qui ensuite disparaît au moment où on devient député européen. Cette intégration au sein du printemps européen, avec un candidat à la présidence de la Commission européenne qui est M. Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, c'est prendre au sérieux et respecter les électeurs européens. Alors on va faire un petit questionnaire pour savoir où vous vous positionnez en Europe. On fera le même questionnaire avec toutes les têtes de liste. On va regarder d'abord, faut-il, vous l'avez évoqué, c'est intéressant, est-ce qu'il faut sortir de l'Europe? Est-ce qu'il faut sortir des traités par exemple? Alors, il faut réviser les traités parce que l'Europe n'est pas assez démocratique, indiscutablement, mais il faut pouvoir dire que ce qu'on fera le lundi matin qui suit les élections avant que les traités ne changent. La révision des traités, ça prend du temps. Mais moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille sortir des traités, parce que ce serait une sortie de l'Europe, évidemment. Évidemment, mais parce que je pense que la sortie des traités pourrait être la sortie de l'Europe. Par contre, si je donne un point de révision, aujourd'hui, moi, je souhaite que le droit à l'avortement figure dans les traités comme une condition d'adhésion ou de maintien dans l'Union européenne. Voilà une chose qu'on pourrait changer. L'abolition de la peine de mort en fait partie. Ce serait un vrai progrès, notamment pour les femmes et le droit et la liberté de disposer de son propre corps, que d'inscrire le droit à l'avortement dans les traités. Faut-il uniformiser les impôts en Europe? Par exemple, un taux commun pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, ou la TVA? Il y a une uniformisation par le bas. C'est parce qu'il y a la concurrence fiscale qui en a, notamment l'impôt sur les bénéfices des sociétés, tout est tiré vers le bas. Oui, moi je suis pour une harmonisation fiscale, parce que à partir du moment où on a un seul marché, le fait qu'on puisse aller, pour les grandes multinationales, délocaliser son activité parce qu'on y trouve une main-d'œuvre avec un coût du travail plus faible et des impôts plus faibles, ce sont souvent des multinationales de l'ouest de l'Europe, où elles y trouvent un avantage et elles contribuent à un nivellement par le bas des droits sociaux comme des recettes publiques. Alors vous l'avez évoqué, oui, faut-il un salaire minimum européen? Vous dites oui, oui, mais sur pas le modèle de ce qui a été voté au Parlement européen, c'est-à-dire 60% du salaire moyen. Pour la France, ce serait 1 350 € comme cible. Faut-il contrôler nos frontières nationales? Elles le sont déjà. Ouais, mais la remise en cause de Schengen, je précise, la France est dans l'illégalité. Elle adore donner la leçon à tout le monde. Mais Schengen, quand on rétablit des contrôles aux frontières, c'est pour 2 ans. Nous les avons rétablis en 2015, nous sommes en 2017. Nous sommes aujourd'hui dans l'illégalité. Donc il faudra arrêter? Non, moi je considère aujourd'hui qu'il ne faut pas en passer par là. Il faut revoir ce qu'on appelle le règlement de Dublin, qui sur les conditions d'accès à l'Union européenne, où aujourd'hui, le migrant qui rentre dans l'Union européenne pour demander l'asile, par exemple, il est pris en charge par le pays d'accueil. Alors évidemment, tout le monde arrive par le sud. Et vous dites que ça fait mettre trop de pression sur les Italiens, sur... Et en clair, on a... et tout saute, et la marmite saute, et vous aurez tôt ou tard des drames à cause de ça. Et donc vous pensez que la France directement doit prendre en charge tous les migrants qui arrivent sur son territoire? Tous les migrants, en l'occurrence tous ceux qui arrivent chez nous, il faut leur apporter une réponse. Et notamment en matière d'asile, et je trouve qu'aujourd'hui, oui, la France se déshonore à avoir une attitude qui est une attitude fermée, autoritaire, quand il y a une crise humanitaire d'un tel niveau et d'une telle intensité en Méditerranée. J'imagine que vous avez été choqué par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, quand il a dit qu'il y avait une complicité entre certaines ONG et les passeurs. Christophe Castaner a dit la même chose que M. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur fasciste italien. Point barre. Alors il peut raconter ce qu'il veut. Mais hier, les French Doctors, c'était l'honneur de la France. Vous vous souvenez, ces médecins humanitaires, Médecins sans frontières, Médecins du monde, c'était notre honneur. Dans les années 80, on ne louait qu'eux. Aujourd'hui, ils passent pour des criminels et des salauds, en clair, pour Christophe Castaner. Et ben moi, je trouve ça insupportable. Que ceux qui tendent la main soit jugé comme ça, ce délit de solidarité, vous vous rendez compte, délit de solidarité, être solidaire devient un délit. Eh bien c'est dans la République qu'un ministre de l'Intérieur, d'ailleurs qui a quand même un patron, qui s'appelle Emmanuel Macron, dise cela. Je trouve que vraiment, pour quelles que soient nos opinions politiques, droite ou de gauche, ces déclarations sont un déshonneur pour la France. Dernière question sur notre petit quiz. Faut-il encourager un protectionnisme européen? La réponse est oui. Ajustement carbone aux frontières. Il faut aujourd'hui que les produits qui rentrent sur le marché européen soient taxés à hauteur de leur contribution négative sur le climat. S'ils ont été fabriqués dans des conditions qui polluent, avec des pesticides ou tout autre produit chimique, s'ils ont fait un long voyage, oui, il faut aujourd'hui ou leur interdire l'entrée, ou les taxer pour financer justement la transition écologique. Ce sera une bonne manière de faire ce que les autres nous font.
La réciprocité, elle me paraît nécessaire en termes de contrôle aux frontières de l'Europe. Alors, des questions d'actualité, on a vu qu'il y aura de nouveaux délais pour l'EPR de Flamanville, le réacteur nucléaire de nouvelle génération, qui manifestement... C'est un gouffre financier, vous pouvez le dire. C'est un gouffre financier, et déjà, il devait être en service en 2012, il sera certainement pas en service avant 2 ou 3 ans. C'est l'obsession nucléaire française. Il faut arrêter du coup ce programme, il faut arrêter les frais. Écoutez, moi je pense que c'est l'obsession nucléaire française. Ce n'est plus possible qu'on investisse tellement dans une technologie qui coûte si cher et qui semble aujourd'hui aussi fragile. Et je le dis avec beaucoup de sérieux, la France a tout misé sur le nucléaire, ça nous coûte très cher aujourd'hui, et il faut à la fois sortir de la dépendance aux hydrocarbures, mais aussi sortir de la dépendance au nucléaire. Pourquoi ? Parce que je rappelle que le nucléaire, ça dépend d'un minerai qui vient aussi de l'extérieur, donc cette dépendance-là, elle n'est plus possible. Donc moi, je suis favorable à la sortie progressive du nucléaire, mais, pas la question. Mais à la sortie des question, hydrocarbures. C'est est-ce que Flamanville, on va au bout du projet ? Écoutez, aujourd'hui, moi, je pense qu'on verra que sont les niveaux d'investissement, mais si ce serait moi, je pense que je mettrais sérieusement la question sur la table de l'arrêt de ce projet-là, oui. Malgré tous les milliards engloutis ? Oui, mais si c'est pour en engloutir d'autres supplémentaires et qu'au bout du compte, on soit sur une technologie dont qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais qu'EDF nous réponde, et Areva aussi. Il y a de l'argent public là-dedans. Il vient d'où cet argent ? De nous tous. Donc il y a un petit peu un moment où il va falloir se mettre autour de la table et voir de quelle façon, plutôt que cet investissement soit fait à des projets pharaoniques, on investit l'argent au démantèlement des centrales nucléaires. Je rappelle qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Autre question d'actualité, il y a une polémique qui monte aujourd'hui, vous allez nous dire si vous êtes choqué ou pas. La femme de Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche, a décroché le poste de directrice de la communication de la Française des Jeux hier, au moment où la loi Pacte était votée et prévoit la privatisation, notamment de la Française des Jeux. C'est le mélange des genres. Est-ce que, oui, mais elle est peut-être très compétente, elle a peut-être exercé ce poste-là avant, et est-ce qu'être femme 2, ça l'empêche d'avoir un travail ? Non, en l'occurrence, c'est femme 2 au moment où une loi, alors qu'il est président du groupe de la majorité, est votée qui concerne directement l'entreprise en question. Elle pourrait parfaitement avoir des responsabilités, ça c'est pas le sujet, mais la question c'est ça, c'est le télescopage entre un agenda parlementaire qui prévoit la privatisation de la Française des Jeux, privatisation comme la privatisation d'ADP que moi je trouve parfaitement absurde aujourd'hui, mais Vous êtes pour le référendum qui est initié par un certain nombre de députés ? Oui, je suis pour, j'espère qu'il arrivera au bout et j'espère qu'on obtiendra que ADP ne soit pas privatisé. Moi, je m'inquiète beaucoup de la manière dont Emmanuel Macron est en train de vendre une partie des infrastructures stratégiques pour la France. On observe que la privatisation de l'aéroport de Toulouse n'est pas un grand succès. On observe aussi que les Chinois sont très demandeurs de faire des investissements dans le cadre de ce qui est leur projet de route de la soie qui vise à avoir des points d'ancrage pour pouvoir commercialiser leurs produits partout en Europe. Moi, je n'ai pas envie demain qu'on se retrouve avec des aéroports qui aient été vendus ou voire bradés pour faire un peu d'argent et au profit au passage d'amis du président de la République. Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir été notre premier invité pour cette série d'invitations pour les têtes de liste européennes. On les retrouvera au cours des 15 prochains jours. Lundi, ça sera votre ami et concurrent Raphaël Glucksmann. On retrouve tout de suite Pascal de la Tour du Pin.